Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on est vraiment entre deux eaux, donc on va faire les deux cas, c'est-à-dire le cas bull, le cas bear. Je vous dirai à la fin quel est moi personnellement celui que je considère le plus. Et puis on va parler encore une fois de Digital Currency Group, puisque demain on a vraisemblablement une deadline sur ce qui va se passer par rapport à Grayscale et Genesis. Donc en passant en partage d'écran, j'en profite pour vous dire de vous abonner, pas hésiter à activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et puis éventuellement mettre un like, éventuellement si vous suivez la vidéo, même faites-le maintenant parce que c'est le genre de choses qui peut pousser la chaîne vers le haut, donc augmenter la motivation, voilà, à continuer à faire des vidéos tous les jours. Ici, on est donc sur le BTC face au Bitcoin, le BTC face au dollar en 4 heures. Et en gros, on a des signaux haussiers et des signaux baissiers en même temps. Les signaux haussiers, c'est un petit peu la structure, c'est-à-dire que déjà, d'une manière générale, la structure à court terme reste plutôt haussière. Au sens où vous avez des plus ici depuis ce plus bas là, vous avez des plus bas de plus en plus haut ici, et puis vous avez des plus hauts de plus en plus haut, si tant est qu'on arrive à regagner désormais les 18 300 $. Donc la tendance, on va dire en 4 heures, reste plus ou moins haussière suite à la chute de FTX, d'accord. Ici vous le voyez, on est plus haut que le plus haut précédent. Donc tout ça est plutôt, pour l'instant, on tient, on va dire, cette trendline là ici, qui est elle-même est haussière. Donc tout ça est plutôt bull. Sur ce qu'on a fait hier, et vous voyez qu'on est sur résistance actuellement, la résistance des 17 000 qui est dans cette ligne là, vous voyez. Et hier, on a fait une énième tentative de repasser au-dessus. Il est important de comprendre aussi qu'on a un point de contrôle ici et que pour le moment, on est vraiment pile poil dans la zone. Le point de contrôle à 18 852. Si on arrive à rester ici ce week-end ou dans la journée au-dessus de ce point de contrôle, on a peut-être des chances de s'installer dans une zone de volume profile qui est plutôt vide, qui est celle-ci et qui va jusqu'à 19 000 $ également. On a également ce triangle-là ascendant qui pour l'instant tient. Ça tient au fait que je vous disais que la trendline plus ou moins est en train de tenir, celle-ci, celle qui est en bas. Donc potentiellement des chances de revenir ici au 18,2 pour à minima retester une nouvelle fois ce point-là, qui n'a pas été retesté pour le moment. Cependant, oui, également dans ce qu'on a de bullish, on va dire, c'est que là on a, vous savez que le marché, on va dire, monte et descend assez souvent en 3 ou 5 vagues. Ici en l'occurrence sur cette vague-là, on s'attendrait plutôt à une vague de 3. Et ici vous voyez qu'on fait quelque chose qui est potentiellement une flat. Alors le cas bullish, ça serait qu'on n'a pas eu vraiment cette baie, donc on reviendrait dans cette zone ici autour des 17,5, quelque chose comme ça. Donc cette baie n'a pas eu lieu et après on aurait un éventuel drop supplémentaire. Ça c'est le cas bull où on a effectivement là une séance qui pourrait nous dire que on est dans ce scénario là et effectivement elle a une target des 17,5 si jamais on casse la résistance dont je vous parlais tout à l'heure à 17 000. Maintenant, hier on a cette tentative ici de passer ce point là et pour l'instant elle n'est pas fructueuse, mais vous voyez qu'en 4 heures, si on prend les clôtures, 4 heures ici, et moi j'aime bien ici avoir des points d'invalidation, on va dire rationnels au niveau des résistances, etc., pour que ça soit pas moi qui décide, mais que ça soit tout simplement la charte. Et puis après, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et encore une fois, ici, vous le voyez, donc je vous ai mis les deux droites. La droite des clôtures, on va dire, c'est le support potentiel qui se trouve très exactement au prix où on est maintenant, 16 917, et on va dire la droite plus ou moins des moyennes des mèches, quelque part par là, qui elle se trouve à 16 946. On aurait peut-être tendance ici à la mettre directement même à 17 000 quoi, pour être propre. Donc en gros, on est un peu dans cette petite zone de combat où le prix nous dit soit je garde effectivement je clôture en 4 heures, donc on aura la réponse ici puisque là on est en train de revenir tester ce potentiel support là. La bougie elle a commencé à 13 heures, donc on aura la réponse autour de 17 heures potentiellement. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau là, au-dessus de cette ancienne clôture là, et vous voyez qu'on part deux fois, on a échoué à clôturer au-dessus, on a peut-être un signal que effectivement on vient s'installer plutôt dans la zone du haut, au-dessus donc du range qu'on a fait ici depuis pour l'instant la chute de FTX. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose, c'est le cas haussier. Le cas baissier, c'est celui où tout simplement, d'ailleurs, vous le voyez là, c'est relativement, on va dire, propre. C'est qu'en fait, ici, on a donc cette ABC dont je vous parlais, là, ici, et qu'on ait eu finalement une baie très faible, qui soit faite en flat. Ici, vous voyez une flat, donc c'est en fait, on revient tester, on remonte, et puis là, on est au point où effectivement, on a fait nos 3 vagues et elles sont dans ce qu'on va appeler un canal parallèle, voilà, comme ça. Et en l'occurrence, ici, si on a fait cette fameuse flat et qu'on est effectivement dans cette logique-là, eh ben, on s'attendrait à un drop supplémentaire. Ce drop, il peut avoir une proportion de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on reproduit ici cette vague-là, ici, au cul de celle-ci. Et donc là, pour le coup, ça nous emmènerait sous les 15 000 $, venir faire un retest, enfin même casser le plus bas précédent. Donc ça serait quand même assez, voilà, quelque chose d'assez forçu au niveau au niveau drop. Et la chose également qu'on va qualifier de bear, c'est que on a cette correction parallèle montante ici, vous le voyez, qui pourrait éventuellement, pour le coup, écourter un peu plus cette idée d'une flat plus un drop, écourter mais qui est baissière. Si jamais on prend effectivement, donc on considère que cette partie-là, on va dire, fait partie d'une flat qui est cette structure-là, pour le moment, ce qu'on s'attendrait, c'est tout simplement à cette target de bear flag qui est ici et qui vous voyez correspond aux 16 400. 16 400, pourquoi ? Également, on a d'autres convergences ici. On voit ici, par exemple, cette ligne de tendance là, enfin cette ligne de tendance pour l'instant, c'est facile de faire une droite avec 2 points, mais on pourrait se dire ici que revenir éventuellement tester, si on est baissier, ce point-là pourrait être, vous voyez que plus ou moins en fait on reste dans une logique de range, c'est-à-dire retour en bas du range ici, légèrement au-dessus, quelque part vers les 16,4, on pourrait dévier légèrement en dessous. On sait qu'il y a de la liquidité autour des 16 300 et je vais vous montrer qu'on en a rajouté hier soir. Donc on va faire là directement les liquidités et puis ensuite on va aller voir un petit peu les news et notamment celles qui concernent DCG, donc Digital Currency Group. Sur Ether, sincèrement, la logique est la même. Si on devait dessiner ce flag, il serait à peu près comme ça. Pour le coup, sur Ether, on est plutôt en haut du flag comme Bitcoin et sincèrement la logique est la même, si ce n'est que là cette B elle a été un peu plus forte. Pour le coup vous voyez que on a atteint on a regagné à peu près 50% de cette hausse là. Donc pour Ether on va dire que la structure bearish est encore plus valide. Au niveau du volume profile, c'est là qu'on va avoir un peu des différences, c'est-à-dire que Ethereum, en termes de volume profile, si jamais, vous voyez qu'ici, en fait, en Ether, il a fait son job là, en l'occurrence. Pour Ethereum, revenir chercher plus haut en termes de volume profile, ça serait repasser au-dessus des 1351, et ça serait ça, vous le comprenez, le scénario bullish. Encore une fois, sur Ether, même chose, soit ici, on a fait une flat, donc là on est en train d'amorcer une ABC d'un drop plus important, d'accord, qui nous emmènerait sous les 1000 $, soit on est tout simplement dans une structure de retournement, où effectivement on aura éventuellement pour le coup sur Ether, pour moi la confirmation elle est plus haute, elle est plutôt autour des 1360 que du prix actuel. Néanmoins si Bitcoin monte, Ether va monter aussi, donc on peut s'attendre éventuellement à ce que Ether vienne retester pour le coup lui ce support là. Pour l'instant également on a cette trend sur Ether qui tient bien, qui est ici vous le voyez, ce point là. Alors est-ce qu'on a, oui voilà, on a ce point là et pour l'instant on est en train de glisser là-dessus, on ne veut pas le perdre et comme je vous l'ai dit, voilà, deux bear flag peut-être à la suite sur Ethereum qui pourrait nous dire que ça va casser. Vous comprenez qu'ici ce bear flag n'est plus valide puisqu'on a fait une A, une B, une C et qu'on est remonté. En l'occurrence ici sur Ether on serait dans quelque chose de plus gros, c'est-à-dire celui-ci. Donc ça c'est le cas haussier et baissier sur Ethereum avec cette grosse différence au niveau du volume profile, mais a priori c'est Bitcoin qui va donner la direction puisque Bitcoin c'est le papa. Donc voilà, vous comprenez ici cette histoire de point de contrôle, de passer au-dessus des 17 est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez que si on zoome un peu plus
et bien on voit très bien ici vraiment qu'on est tout à fait pile poil dans la zone et que c'est les 17 000 qui vont faire légion. Soit ça c'est une résistance, soit on la passe et ça devient un support, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est la réponse qu'on va potentiellement avoir ce week-end ou en début de semaine. Voilà, on a fait nos 10 petites minutes d'analyse technique. Je pense qu'on a des points d'invalidation ici assez sympas. Vous avez de toute façon ici voilà, pas mal de points qui peuvent vous dire, notamment une perte franche de cette droite, etc. Voilà, pour moi, on a vraiment ici fait le tour en 4 heures. En petit time frame, j'ai fait l'analyse plus ou moins aujourd'hui sur le Discord. C'est un petit peu la même chose. On a plus ou moins une structure de retournement sur le momentum dans les petites time frames, si tant est qu'elles se mettent vraiment en place. On a ici un potentiel flag, mais il n'est pas très joli, sincèrement. On a par contre une dive haussière, vous voyez ici que ce mouvement de vente là a été plus fort que celui-ci. On a une dive haussière également ici sur le Market Cipher, mais pour l'instant elle est que potentielle on va dire, puisqu'on pourrait ici faire une vague baissière à nouveau. Voilà, on a peut-être des signes de retournement dans les petites time frames, mais ils sont sincèrement pas incroyable. Il faudrait ici par exemple en 30 minutes que cette vague de vente là s'arrête. On a effectivement une VWAP qui a tenté de se rapprocher du zéro ici et puis là on est en train à nouveau de repartir à la vente. Vous voyez qu'on a presque fermé cette vague de momentum ici. Si c'est le cas, on aurait une dive haussière sur le momentum en 30 minutes, ça serait plutôt une bonne chose. Ici, est-ce qu'on a des divs baissières? Oui, on en a une petite ici qui nous disait que ça allait baisser. Pour moi, le mouvement est fait, ça pourrait reset à partir de là. Hein. Le 30 minutes, c'est pas non plus, ça annonce pas des corrections incroyables. Ici, pour moi, voilà, c'est l'1 heure qu'il faut suivre concrètement. C'est le 1 heure qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voudrais que ce mouvement de vente-là ralentisse. C'est la même chose, qu'on ait ici une dive haussière sur le MACD éventuellement. Je voudrais que ici la VWAP se rapproche encore plus du zéro. Vous voyez que pour le moment, elle infléchit, mais c'est pas nécessairement ce qui est dans les tuyaux en tout cas. Et je voudrais que le stochastique ici transforme ce retournement. Vous voyez qu'on est là sur le 0. Est-ce qu'il va ramper en bas, rester à 0, nous faire des petites montées, etc. et finalement rester à 0, ou alors est-ce qu'il va progresser vers le haut? Donc dans ces cas-là, vous pouvez faire un clic droit sur le RSI stochastique et vous mettez une alerte quand on a une progression vers le haut. Ça vous dira probablement, alors ça risque de sonner assez rapidement parce que là il est à 0, donc du coup il faudra éventuellement ici peut-être prendre une time frame plus grande pour avoir ce signal. En tout cas, on a un shop qui commence à être rechargé en 1 heure. Et voilà, dans les petites time frames, peut-être un signe de retournement et une structure qui, même si elle n'est pas incroyable, plus ou moins un biseau descendant, là, quelque chose comme ça, on pourrait éventuellement fomenter un flag dans le temps. Pour le moment, moi, je ne suis pas en trade. J'étais en short hier et je me suis fait sortir à la perte ici de ce plus haut. Je me rappelle plus par ici, quelque part par là. Donc, c'est pas grave. On attend une direction claire. Et puis, quand on aura un signal clair de la direction, c'est-à-dire est-ce qu'on tient vraiment ici les 16,9 pour repasser enfin au-dessus des 17, à ce moment-là on sera plutôt haussier, et si jamais on dévisse un peu plus, pour moi la target des 16,3 est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est fait hier, et là je vous montre la heatmap en 12 heures, vous voyez qu'on a forci hier dans les longues, avec beaucoup de liquidités qui viennent se faxer, notamment aux 16 650 et potentiellement ici qu'on pourrait avoir des choses un petit peu en dessous au 16,3. Il serait pas anodin de venir faire un petit tour au-dessus des 17 juste avant. Nous on avait une target de 17,3 voire 17,5. Il est tout à fait possible qu'on pousse d'un coup, que on vienne du coup valider toutes les targets chartistes, on va dire haussières, et qu'ensuite on se retourne pour venir chercher la liquidité en bas. Donc là ça voudrait dire un mouvement qui ne va pas au 18, 19, on s'installe pas effectivement dans la zone de volume profile que je vous ai montré tout à l'heure, mais on fait juste une déviation très rapide, très forte, faux signal de hausse, et ça pourrait peut-être faire souffrir une bonne petite partie du marché. Sur ici, vous le voyez sur les dérivés, on a eu un mouvement fortement shorter dans la nuit. Ça s'est mis en place ici, fortement shorter, donc du coup le prix est venu short squeezer tout ce petit monde là,
et on a eu à partir de là plutôt du long qui s'est créé. Donc pour le moment, on est en train de nettoyer ça, mais vous voyez que ça continue à long en degen. Ça vient juste de s'arrêter à l'instant, là, vous voyez qu'on a une inflexion, mais le funding en long est relativement cher ici. Vous comprenez qu'on vous payez plus, et ça veut dire qu'il y a plus de shorters avec vous. Donc ce point-là a été pris, celui-ci aussi. Est-ce qu'on a eu du long avant? Bah là on avait déjà noté tout ce point là. Ici on avait eu du short, ici à nouveau du long, ici on est relong mais c'est pris, oui, donc non, on est à peu près au niveau d'hier. Là on avait un niveau de short, mais vous comprenez que désormais on est nettoyé par rapport à ce mouvement là, et pour moi on a un niveau de long qui est en train d'être nettoyé ici, mais qui n'est pas tout à fait terminé d'être nettoyé potentiellement. Donc on pourrait se dire que il reste un point de long à prendre sur le dernier plus bas, c'est-à-dire celui-ci. Concrètement, on voit très bien l'open interest qui augmente avec le funding qui descend là, donc gros mouvement de short qui se fait short squeezer instantanément. Et ici, on voit l'open interest qui augmente avec le funding qui augmente, donc on peut appréhender le fait que ici le prix pourrait aller plus bas. Pour l'instant, le funding n'a pas corrigé toute cette hausse là. On n'a pas eu le mouvement qui a fait que les contrats se ferment, comme ça avait été le cas ici. Maintenant, on a une bonne reprise de la demande au spot. Est-ce que ça tient ou ça tient pas? C'est un petit peu la question. On a des spreads qui augmentent, ce qui sous-entend aussi que la demande au spot est plus ou moins en train d'augmenter, on n'est pas trop nombreux sur les futurs. À voir si ça suit dans ce sens-là. Personnellement, je vous donnerai mon sentiment à la fin, encore une fois. Ici sur Ether, vous voyez que c'est très propre, on vient chercher ce point de liquidation là, on fait juste un nouveau plus haut, et puis ensuite le prix se libère. Ici effectivement on avait eu pas mal de shorts, c'est la même chose que sur Bitcoin, vous voyez l'open interest qui augmente et les niveaux de funding qui baissent, donc on était effectivement ici assez fortement en short, on a été relong à partir de là, donc logiquement le prix se retourne. Très léger niveau de short sur Ethereum ici, et puis niveau de long qui a été pris pour moi ici, nouveau niveau de short par là, et depuis on est assez fortement longué, mais vous voyez que sur Ether, le nombre de contrats ici reste stable, donc on peut peut-être penser que on a rentré un peu moins de longueur sur ce mouvement sur Ether que sur Bitcoin. On est re-short à partir de là. Et on peut considérer quand même qu'il y a des longueurs dans l'histoire, donc on va rajouter le niveau actuel, mais qui je pense devrait être nettoyé. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui se passe sur Ethereum. Ethereum qui fait aussi un peu le même genre de biseau que fait Bitcoin. Target d'un biseau descendant. La deuxième vague, donc ici pour Ether, les 1271. Donc voilà, c'est des tout petits mouvements, mais bon, voilà. Et puis on peut très bien ici marquer ensuite un flag pour aller plus haut, etc. et ainsi de suite. Et puis on peut très bien ici dévisser sur la base de ce biseau. Ici n'est pas confirmé tant qu'il n'y a pas de cassure. Vous voyez ici par exemple, même type de biseau, et pourtant on vient dévisser en bas. Ça arrive fréquemment également. Voilà, là c'est plutôt... Voilà. Donc voilà. On a fait ça. Combien on a liquidé hier? Ça peut être intéressant. Pas grand chose, vous le voyez, 50 millions. Le prix est plutôt flat en ce moment, j'ai envie de dire qu'on se fait un peu chier. 14 millions d'Ether, 9 millions de Bitcoin. On va désormais faire les news. Les news, rien sur... oui, apparemment ici, FTX qui chercherait à récupérer les dons aux organismes de charité qu'ils avaient fait avant leur banqueroute. Donc là, on est vraiment ici dans le pathos le plus complet, voilà. Ici, de la belle lingerie, mais pas grand-chose d'autre non plus sur Finbold. FTX US Leadership, les liquidateurs aux Bahamas qui disent qu'ils ont résolu pas mal des problèmes qui pourraient se poser pour FTX US. Alors ça c'est intéressant, c'est justement la news sur laquelle on va rebondir. Digital Currency Group qui va désormais être investigué, enquêté. Il va y avoir une enquête du Department of Justice et la SEC sur Digital Currency Group. Vous voyez Barry Silbert ici qui est le boss de Digital Currency Group. Et une des grandes questions ici, c'est est-ce que Digital Currency Group a utilisé les fonds des lenders de Gemini, donc la firme des frères Winklevoss, qui est un exchange aux États-Unis. La partie était assurée par Genesis, qui est une filiale de Digital Currency Group. J'espère que vous suivez.
Et en gros, est-ce que ces fonds-là ont été utilisés ou pas pour prêter de l'argent à Genesis par rapport à des mauvais investissements qui avaient été faits. Et notamment, on voit ici un lien également avec FTX dans cette histoire-là. Donc on va pas faire les autres news, je pense. Je vais juste vous faire un point et on va vraiment aller développer cette news-là. Je vais juste vous faire un point sur le calendrier de la semaine prochaine. On aura un petit peu de fête lundi, mais c'est pas ouf. On aura un discours de Powell mardi en Suède. Donc à mon avis, ce sera plutôt juste une conf où il va discuter un petit peu. Je pense pas que ça soit quelque chose de ouf, néanmoins on va suivre ça, et ça sera à 9h du matin, en heure Eastern, ça veut dire 15h chez nous, et puis on aura le CPI, surtout le 12. CPI, c'est l'indice des prix à la consommation, extrêmement important qu'on ait un indice des prix à la consommation proche du consensus ou baissier. Est-ce qu'on connaît le consensus ou pas déjà, et ça sera pour mercredi, le consensus du CPI, le 12. Le CPI, donc on serait à un consensus de 6,6%, le précédent était à 7,1%, donc une baisse de 0,5% de l'inflation. Je pense qu'on aura le temps de faire une vidéo vraiment dédiée d'ici là, peut-être lundi ou mardi, quelque chose comme ça. Donc, Digital Currency Group, oui. On a ici un thread qui est très bien fait de Ram Aloualia, qui nous explique un petit peu la situation. Donc il nous dit le rideau est en train de se fermer, le thread est assez long donc je vais passer assez vite, mais globalement il nous dit que Genesis a fait un prêt, a demandé un prêt de 2,6 milliards à Alameda en août. Ce prêt a été repayé en partie avec des fonds de clients. Est-ce que la cour, donc puisque vous l'avez compris, Genesis et Digital Currency Group est attaqué en justice, est-ce qu'ils vont considérer que c'est une fraude? Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, le trou dans la balance de Genesis depuis Three Arrows Capital, où ils avaient déjà perdu 1,5 à 2 milliards, augmente encore de 2,6 milliards. Ça veut dire 4 milliards en tout. 4 milliards, ça commence à faire fort. 4 milliards en tout d'acquisitions ici qui ont été faites frauduleusement et qui sont dues à d'autres firmes. La représentation ici de la banqueroute de Genesis potentielle, en gros tout le thread ici nous explique que il pourrait être fait le lien de manière légale si jamais il y a eu fraude. Le lien de manière légale entre Genesis et finalement parce que il a été utilisé en fait des fonds de Genesis de manière frauduleuse, faire le lien et que les deux tombent comme un château de cartes. Ça voudrait dire que DCG est responsable des dettes de Genesis de facto puisqu'il y a eu fraude, il y a eu une malversation dans la manière de gérer les deux fraudes, et ici vous comprenez qu'on a un trust Bitcoin d'un côté, donc Grayscale, qui lui-même est détenu par une holding qui est Digital Currency Group et qui lui-même détient également Genesis, qui est plus ou moins un market maker et plus ou moins un apporteur de liquidités sur les marchés. Donc tout ça est vraiment lié un petit peu, lié également, vous l'avez compris ici, à FTX, et en gros, ce qui serait plus ou moins dramatique, et on comprend aussi que les frères Winklevoss de Gemini, donc Gemini, je vous l'expliquais, c'est une plateforme qui donne qui a plus ou moins un service de earning et également une plateforme d'échange. Et cette plateforme sous-traitait toute la partie earnings vers Genesis, donc Digital Currency Group. Et en l'occurrence, il y a 1 milliard que Gemini dit rendez-les nous, c'est à nous, c'est les fonds de nos clients. Pourquoi chez nous, alors qu'on est une autre firme, nos clients ne peuvent plus retirer leurs fonds, alors que théoriquement, vous étiez censé être redevable de ces fonds-là. Donc, en gros, ce qu'il est dit là de la part de les frères Winklevoss, donc Cameron Winklevoss à Barry Silbert, c'est tu as jusqu'au 8 janvier pour me rendre mes fonds, donc demain. Sinon, tout simplement, ce que je fais, c'est que je
il n'est pas exactement dit ce qu'il va faire, mais globalement, on peut imaginer qu'il va aller devant le tribunal également pour réclamer sa dette, tout simplement. Et à ce moment-là, ça pourrait déclencher tout simplement également un processus, si jamais dans les quelques jours, on va dire, Digital Currency Group n'est pas capable de payer, ça pourrait déclencher tout simplement une insolvency, donc une banqueroute, on va dire, voilà, j'ai pas le mot français en tête là, mais le fait de ne pas être une insolvabilité, voilà, de Digital Currency Group, donc, enfin, de Genesis, donc par ricochet, s'il y a fraude de Digital Currency Group. Voilà un petit peu tout le système qui est mis en place. En gros, compliqué, vous comprenez ici que c'est vraiment un château de cartes en fait, et que on n'a pas fini d'en voir le bout, on a encore d'autres choses, et je l'ai expliqué également dans une autre vidéo où je vous ai expliqué aussi que on avait des liens plus ou moins entre la banque de FTX et la banque de Tether, FTX qui est située aux Bahamas, Tether situé aux Bahamas également. On ne sait pas ici qui tire les ficelles de cette espèce de baston entre milliardaires. On a BlackRock d'un côté qui détient Circle et qui est plutôt maqué, on va dire, avec Coinbase. De l'autre, Digital Currency Group qui pourtant est plutôt lié à Coinbase aussi, mais il semblerait ici que ça marche plus trop main dans la main, cette histoire. Donc, Digital Currency Group qui semblerait ici, il semblerait qu'il y ait des acteurs, peut-être Coinbase, peut-être Coinbase d'ailleurs, mais peut-être plus sincèrement, BlackRock, qui voudrait peut-être mettre une main sur la crypto pendant que tout va mal. Vous comprenez qu'il y a des moments de fusion-acquisition ici assez incroyables. On a vu Binance qui propose le rachat de Voyager Digital pour rendre les fonds à leurs utilisateurs. On voit ici tous ces mécanismes un petit peu de moi j'ai du cash donc je te rachète, puis je te rachète pour 3 francs 6 sous, t'as perdu ton entreprise, c'est plus ton truc, mais ça peut être à toi. Et on a notamment également, toujours dans le même tableau global, on va dire, tous les coins qu'avaient ces entreprises, on le voit ici avec Aptos, dont Three Arrows Capital en avait une partie puisqu'ils avaient investi pré-ICO sur ce projet-là, qui sont en train d'être libérés et dumpés sur le marché également. Donc bien entendu, ça crée des problèmes pour les petits investisseurs, à la fois d'un côté et de l'autre. Et là, Ram Malouboya nous fait un petit peu une valuation à la One Again, mais pourquoi pas. Il dit que si on utilise la manière de faire l'évaluation de BlackRock, en fait, on voit déjà, d'ores et déjà, que Digital Currency Group est insolvable. Je vous rappelle que Digital Currency Group, c'est 632 000 BTC, c'est 3-4% de la supply, c'est 10 milliards en tout de BTC. Vous comprenez que s'ils doivent 4 milliards d'une manière ou d'une autre, c'est quasi leur fonds Ethereum, vous voyez, on a 15 milliards, et c'est pas nécessairement leur BTC, c'est là aussi que ça peut poser problème, c'est que c'est plus ou moins des gens qui ont apporté leur BTC à Digital Currency Group, enfin Grayscale, pour les gérer, donc actifs sous gestion. On a également un premium, alors je ne sais pas si c'est à jour là, un premium qui est plutôt un discount, moins 44%, moins 52%, et il y a un moment donné où sur Ether on était à moins 60%. La grande question c'est, est-ce que ce truc-là va être insolvable? Donc le risque que vous prenez, c'est le risque que prend Ark Invest, Cathie Wood, des grands investisseurs dans la tech. Vous avez énormément de gens qui en ce moment sont en train de recharger fort en GBTC, en se disant que ça pourrait tenir. Et très intéressant de voir ici que vraiment c'est un château de cartes, et que même le plus gros ici, celui qu'on pense détenir vraiment, je vous dis 640 000 BTC, il y en a 21 millions, donc ouais c'est ça, c'est 3-4% de la supply totale de BTC. Le plus gros portefeuille de BTC au monde pourrait lui-même tomber sur fond de liquidation, château de cartes, etc. Un des problèmes qu'on a, c'est que, oui, alors ça va être une vidéo assez longue, mais je vais continuer un petit peu dans l'idée. Ici, on voit toute la vague d'achat de rentrée plutôt de BTC sur Grayscale, et ici on voit que de manière linéaire, ils vendent à peu près depuis le premier top 1000 BTC par mois. Donc là, actuellement, ça fait à peu près 2 ans, et vous voyez qu'ils étaient à 655 000 et que désormais ils sont à
630, donc 25 000 BTC qui déjà ont constitué une pression vendeuse depuis ce mois-là. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quel est leur prix d'achat, à quel moment, quel est leur prix moyen, on va dire quel est leur prix réalisé, puisque encore une fois, c'est pas réellement leur BTC. Et bon, si on se met à peu près au milieu, ici vous voyez que c'est à peu près linéaire au niveau de la zone d'achat. Si on se met à peu près au milieu de ce point-là, c'est assez intéressant parce qu'on arrive dans la zone des 15 240 $, ce qui est exactement le bottom actuel. Donc à quel point BTC serait en souffrance si GBTC serait en souffrance si on allait encore plus bas, et surtout qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que les frères Winklevoss et Gemini vont réellement mettre leurs menaces à exécution, est-ce qu'ils vont trouver un accord, c'est-à-dire est-ce que Barry Silbert par exemple pourrait sortir de sa poche 1 milliard, les mettre en compte courant d'associés sur Digital Currency Group, du coup qu'ils les virent eux-mêmes puisqu'il est milliardaire, Barry Silbert, le milliard il l'a sans aucun problème. Je pense qu'il doit avoir une fortune personnelle, je sais pas du tout à combien, mais probablement à plus de 10 milliards. On va peut-être regarder ça, je mets en pause. Donc 3,2 milliards au 4 avril 2022, donc on peut estimer qu'il est peut-être à moins. Donc j'allais vous dire une connerie, vous voyez, je pensais que c'était autour des 10 milliards. Donc effectivement, et ce que dit Barry Silbert d'ailleurs dans ses réponses, c'est qu'il dit écoute, je suis en train d'organiser les choses, et on sait que Grayscale, Digital Currency Group ont dernièrement complètement coupé les dépenses, c'est-à-dire je crois qu'ils ont rendu leur headquarter, leur local principal on va dire, ils l'ont rendu, donc ils ne le louent plus, ils ont fait des layoffs aussi, c'est-à-dire qu'ils ont licencié du personnel, donc 3,2 milliards. Et ici, ce que dit plus ou moins Barry Silbert, c'est laissez-moi le temps, plus ou moins, de mettre des actifs en collatéraux pour pouvoir emprunter, etc., etc. Laissez-moi un petit peu le temps, ça prend du temps, tout ça. Donc voilà, il joue la montre, mais en même temps, c'est pas en quelques minutes que vous pouvez sortir 900 millions, qui est la somme qui est due, encore une fois, aux frères Winklevoss. Donc une bonne nouvelle, ça serait que demain tout ça soit réglé, qu'on ait un tweet qui nous dise que c'est bon, tout ça est dans les tuyaux et que ils se sont entendus. Une mauvaise nouvelle, ça serait de dire bon bah écoute, on n'a pas trouvé de solution, donc du coup lundi on va au tribunal. Donc ça fait partie des choses quand même à suivre parce que on est sur des gros actifs. Si jamais on a des ventes forcées au marché, puisque ou alors si jamais ils doivent vendre au TC, donc effectivement moins cher une partie de leurs propres assets, on estime que 3,2 milliards là à mon avis ça compte pas vraiment ces cryptos, etc. Donc il doit y avoir peut-être un peu plus de cash. Et il faut vraiment suivre ici, je pense, tout ce FUD-là au cas où ça sente un petit peu le pâté en termes de insolvabilité de Digital Currency Group. Et moi, j'en parle depuis, ça fait quasiment... Depuis qu'il y a le premium, ça doit faire, je sais pas, vraiment entre 6 ou 8 mois que je parle de Grayscale en disant attention. Je pense qu'on a fait le tour. Désolé, vidéo un petit peu longue. Je pensais qu'elle serait plus courte que ça, mais au moins on est rentré vraiment dans le détail de ce truc qui va se passer demain, donc c'est relativement important. Pour moi, le scénario qui a le plus de chances de se passer, à l'heure actuelle, comme je vous le dis, j'attends vraiment des points de confirmation. J'ai le sentiment vraiment que donc il y aura des si on arrive à s'installer vraiment ici au-dessus du point de contrôle, vraiment sans trop de soucis, on peut taper les 17,5 et potentiellement se retourner derrière. Ça c'est le premier cas. Voilà le cas que je dirais peut-être le plus plausible entre guillemets. Il est à peu près à égalité avec le cas de on drop tout de suite au 16,4, mais j'aurai ma réponse dans pas trop longtemps, on va dire. Voilà. Si de toute façon cette structure-là est corrective, la petite qui est là, soit elle est corrective, soit elle est de nature à dropper plus bas. Et en l'occurrence, je pourrais faire 50 000 décomptes en Elliott, ça me donnerait pas le point d'invalidation que de toute façon je cherche, qui est plus ou moins est-ce qu'on s'installe vraiment au-dessus ou pas. Donc ça c'est la première chose. Donc à égalité à peu près, on monte à 17,5 et on descend, ou alors on descend tout de suite. Ça c'est à peu près à égalité, c'est la liquidité qui me fait dire ça. Il y a un autre scénario un peu plus
plus boule où, vous l'avez compris, on vient plutôt dans la zone des 19-20 et on y va assez fort. Ça, c'est un autre scénario boule. Maintenant, avec la news qu'on a eu hier, moi j'ai assez mal accueilli la news hier comme quoi le chômage était baissier, mais il n'y a que le CPI qui éventuellement peut nous aider à avoir ça. C'est-à-dire que si on a un CPI dans mercredi, donc ici, si on a un CPI qui est vraiment ultra baissier et qui nous donne l'information que peut-être on pourrait atterrir en douceur, c'est-à-dire un bon chiffre du chômage plus un bon CPI, ça remet effectivement, moi j'y crois pas trop, un atterrissage en douceur, mais ça remet dans les clous le fait que l'inflation est presque derrière nous, qu'elle va être relativement indolore, et que à partir de là, ça va bien se passer. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est on peut skyrocket, et pour moi, il n'y a que le CPI qui peut nous faire skyrocket à ce point-là. On voit que c'est assez mou en ce moment, la demande sur BTC, etc. Donc voilà, pas grand-chose ici, pas grand-chose d'incroyable de ce côté-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vous ai dit les 3 scénarios plus ou moins, et le 4e scénario, c'est on perd les 15 000 $. C'est un des scénarios que je vous ai montré tout à l'heure, qui est tout simplement de dire qu'on va refaire ici ce mouvement de AB égale CD, hein, c'est-à-dire que concrètement, on vient de faire ce drop depuis FTX. Là, on fait une flat, et derrière, on dévisse littéralement vers le bas. Il est tout à fait possible que ça se mette en place, et c'est pour ça que je vous parle des news, de DCG, etc. Je vous dis, le contexte, il est vraiment pas génial. Maintenant, malgré les mauvaises news, pour l'instant, on monte. Donc, est-ce qu'on est en train de liquider juste la liquidité en haut pour pouvoir mieux dropper? Et c'est peut-être un peu plus mon avis, moi, sur ce mouvement-là. Je pense pas que ce mouvement-là soit sincère. Je pense que ça ressemble quand même pas mal à un bull trap. Mais c'est parce que moi, j'ai accueilli la news d'hier de manière très négative. Et peut-être que du coup, c'est parce que je crois pas du tout que le marché pourrait atterrir en douceur, alors que le marché, vu ce pump qu'on a eu hier, semblerait nous dire le contraire. Ça ressemble quand même peut-être un peu plus à un vrai mouvement haussier d'une certaine manière que juste à un mouvement orchestré pour pouvoir prendre la liquidité avant éventuellement de faire le vrai mouvement baissier. Maintenant, moi je reste plus ou moins dans l'ensemble. Quand je vous disais, j'ai un scénario qui me dit soit on va chercher les 17,5, soit on vient chercher directement, on fait pas ce mouvement et on vient plutôt chercher les 16,3, 16,4. J'aurais quand même sur la news d'hier une légère tendance à dire qu'on va pas valider toutes les targets haussières ici et qu'on va peut-être venir chercher les 16,3. Mais comme je vous le dis, je suis pas en trade, cette conviction elle n'est pas du tout forgée parce que pour l'instant j'attends les confirmation autour de ce point de contrôle effectivement et des 17 000 $. Pour moi, si on passe les 17 ici, pas trop de soucis à se faire. On laissera les longueurs d'hier gagner. Et on viendra chercher plutôt la liquidité qui est à 17,3 voire 17,5 et peut-être plus haut, on pourrait comme je vous le disais monter au 18, mais j'ai le sentiment que on est en train ici d'aligner et on le voit très bien d'ailleurs sur la heatmap des 7 jours que je vous ai pas montré dans cette vidéo encore. On est en train d'aligner quand même de plus en plus de monde en bas, voilà. Ici, on voit que depuis le 6 janvier, donc hier, on a quand même pas mal forci en bas. Donc voilà. Donc, dans cette hypothèque-là, si jamais le CVD spot se retourne et qu'on n'est plus drivé par une vraie demande au spot, mais plus par tout simplement qu'est-ce que veulent faire les market makers et où est-ce que pourrait venir chercher la liquidité, on voit que oui, il y aurait peut-être un petit mouvement à faire au 17,1 si vraiment on a du jus 17,5, mais là on a forcé énormément la zone qui est en dessous, donc du coup forcé de constater que peut-être on peut s'adapter et que peut-être on peut donner ici du crédit à cet éventuel bear flag qu'on a là. Voilà, ça nous donnerait peut-être, si on rebondit vraiment sur les 16,3 ici, une très belle épaule tête-épaule pour éventuellement venir chercher toutes les targets haussières par la suite, d'autant plus qu'il va y avoir du monde qui va rentrer en short tardivement sur ce mouvement-là. À l'inverse, si vraiment on donne du crédit à cette flat, là encore une fois, on a des targets, comme je vous le disais, qui sont autour des 15 000. Personnellement, je vais vous donner aussi mon avis à long terme. Moi, à long terme, à moyen terme, pour moi, il y aurait potentiellement dans les tuyaux une revisite à un moment donné des 25 000 $ avant de potentiellement reperdre ce plus bas là au 15,4, mais pas de beaucoup. Voilà, je vois plutôt quelque chose, mais c'est vraiment ici une intuition, c'est-à-dire on push.
push assez fort, on nettoie tous les shorters, on fait un petit short squeeze assez violent, assez fort, peut-être après avoir nettoyé ce mouvement là par exemple, ça pourrait être ça. On pousse vraiment assez fort et puis derrière en fait on retourne le marché et moi je vois un bottom à 13 800 pour le moment. Je le vois pas nécessairement à 12 000, j'ai pas, même si le volume profile nous dit 12 000, j'ai pas mal de choses moi qui me disent que 13 800 en fonction de pas mal de figures chartistes, de target, etc., de Fibonacci, toutes ces choses là, que ça serait après derrière le. Maintenant il faut voir la vague, cette vague là. Je note aussi et ça va être une vidéo assez longue et je m'en excuse, mais pour ceux qui sont encore là, bah du coup ça veut dire que toutes ces choses là vous intéressent, donc je note aussi une assez forte imbalance ici quoi, dans cette zone là à peu près. Déjà on en a une par là, mais là je vous ai mis le finder, le truc qui trouve des imbalances, imbalance finder, et en gros là il y a vraiment une grosse imbalance, vous la voyez ici et là, donc quelque chose de peut-être qui n'a pas été pris, encore une fois autour des 19-20 000 $. On a des imbalances également qui se baladent encore plus haut, 22,6 ici on en a une qui n'a pas été nettoyée et on en a une ici autour des 23-24. Si vraiment le marché devait faire une grosse vague de correction cette année, pour moi la target c'est 24-25 et puis ensuite éventuellement sur des mauvaises news on se retourne. Maintenant si jamais on met en place des news dégueulasses comme celle dont je vous ai parlé précédemment, et comprenez que moi j'ai d'une manière générale un biais haussier parce que je suis très bull sur les cryptos dans leur ensemble, mais j'ai aussi à vous disséquer toutes les news tous les jours, etc., et vous expliquer ce qui se passe sur les marchés. J'ai aussi nécessairement un biais baissier au fur et à mesure que je vois des news qui sont effectivement bear passer, au fur et à mesure que je les analyse, etc., et que je me dis quels peuvent être les tenants et les aboutissants. J'ai également un biais baissier qui est forgé sur le fondamental. Donc voilà, désolé pour la longueur de cette vidéo une fois de plus, c'est les choses qui arrivent, mais je pense qu'on a déroulé pas mal de choses intéressantes. Bravo à ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, peut-être couper en 2 vidéos ou ce genre de choses. Je sais pas trop comment me soigner, mais voilà. En tout cas, c'est du one take good take chez nous, c'est-à-dire que on fait une prise et puis on la poste. Donc du coup pas de montage, mais je sais pas s'il y a énormément de choses à couper dans tout ça. Voilà, finalement. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Si c'est pas déjà fait, mettez un like, surtout si vous êtes arrivé à 40 minutes de vidéo, et je dis bravo pour ça. On est ici et j'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui comment dire nous permet de créer des liens et de parler d'autre chose que de crypto-monnaie. La question du jour, elle sera autour de votre cable management, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt les petits câbles bien tirés derrière l'ordinateur, etc. et tout, ça s'appelle le cable management, ou alors est-ce que c'est on pose tout en vrac, on branche tout et puis ça marche, c'est bien, on s'en fout. Voilà, donc pour moi, voilà pas mal de réponses autour de 17h, potentiellement également à la clôture de ce soir. Il nous faut une bougie de rupture en time frame 1h, 4h pour vraiment ici avoir un signal qu'on est haussier sur potentiellement ce qu'il se passe encore une fois sur BTC. Bonne journée à tous, merci d'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo.